Bonsoir, bienvenue à Voix au chapitre. Dans ce troisième numéro, nous allons découvrir 3 romans, mais surtout 3 auteurs venus des Suds. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, comme à l'accoutumée, Daniel Piccoli, bonsoir. Bonsoir. Et pour vous donner le goût des livres de ce soir, Jean-Michel Martial nous en lira quelques extraits. Bonsoir Karine. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Avec nous aujourd'hui, Anouar Benmalek. Vous venez de publier votre second roman, L'enfant du peuple ancien, aux éditions Pauvert. C'est une épopée historique que vous nous ferez découvrir dans quelques instants. Puis Gaston Polefa, Le cri que tu pousses ne réveillera personne, aux éditions Gallimard, Continent Noir. Alors là, c'est plutôt un conte moral au cœur d'un paradis perdu. Et puis le dernier, Dany Laferrière, La chair du maître, aux éditions Le serpent à plumes. Alors là, c'est plutôt une ode au plaisir sensuel. S'il y a une thématique commune à ces 3 ouvrages, c'est l'amour. Mais l'amour, Daniel, dans toute sa diversité. Oui, l'amour, et moi j'ajouterais le mot aventure, parce que là on va vivre 3 aventures. Avec Gaston Polefa, l'amour est une quête plus spirituelle de l'amour, sombre et céleste, on verra ça. Avec Anouar Benmalek, des tribulations, l'amour et ses aventures, et l'amour est au bout du chemin, mais il y aura beaucoup d'obstacles entre l'amour et son désir. Et avec Dany Laferrière, on s'approchera au plus près de l'amour avec la sensualité, et on mettra un S à aventure. Donc 3 voix ce soir, 3 voix qui vont se mêler pour notre plaisir. Anouar Benmalek, dans votre roman L'enfant du peuple ancien, on peut distinguer 3 personnages principaux venus de cultures complètement différentes. Présentez-les-nous, ces 3 personnages. En fait, il s'agit de 2 adultes, une Alsacienne et un Algérien. L'Algérien Kader est neveu de l'émir Abdelkader. Lisley, l'Alsacienne, est une communarde, entre guillemets, en fait, elle est prise dans les tourments de la commune. Et ces 2 adultes, en fait, sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Ça repose sur une base historique, en fait. Ça a réellement existé. Donc, la déportation donc, des insurgés d'Algérie et des communards dans le même bateau en Nouvelle-Calédonie. Alors, ces 2 personnages s'enfuient vers la terre la plus proche, voilà, très relatif proche, en fait, c'est donc en Australie, et ils font la rencontre d'un petit garçon, Tridarir, qui est le dernier des aborigènes de l'île de Tasmanie. Donc, c'est la rencontre de 2 malheurs, avec un malheur incroyable d'être le dernier d'un peuple. Et le livre est dédié d'ailleurs à Truganini, qui est la dernière aborigène de l'île de Tasmanie. Pourquoi vous avez pris ces 3 pays, ces 3 provenances, la France, l'Algérie, la Tasmanie? En fait, au début, je ne voulais absolument pas parler des aborigènes. Vous m'avez dit il y a 2 ans et demi que j'allais parler des aborigènes, j'aurais été le premier surpris. En réalité, c'est dû à une virgule dans une phrase. Quand j'étais en train de préparer l'évasion vers l'Australie, j'ai commencé à préparer de la doc sur l'Australie. Et je suis tombé sur une phrase dans un livre qui disait à peu près la chose suivante. Le loup de Tasmanie a disparu vers les années 1876, virgule, en même temps que le dernier aborigène de cette île à la suite des massacres perpétrés par les Anglais. Et moi, c'est cette virgule-là qui m'a fait sursauter. Je découvrais un génocide, puisqu'il y avait une terminaison d'un peuple, mais mis simplement un incident de ce qui semblait être un peu plus important pour l'auteur du livre, en fait, la disparition d'un animal. Et la curiosité donc, aidant, j'ai commencé à creuser en fait, donc, cet aspect-là, et j'ai découvert un véritable génocide dans le sens moderne du terme, avec préméditation, et puis avec des échelles, etc., une solution finale appliquée à une île. Alors, à ce moment-là, en fait, de l'écriture de mon livre, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas ne pas parler de cet aspect-là, puisque ça se passait en même temps. J'ai eu une période assez grave, en fait, parce que réécrire un livre, c'est très difficile pour un écrivain. Et puis ensuite, j'ai décidé de me lancer à l'eau, et j'ai réécrit tout le livre pour qu'il soit centré sur, en fait, Tridarir, qui était le dernier, en fait, des aborigènes de l'île de Tasmanie. Donc, ce n'est pas le hasard, c'est simplement peut-être, nécessairement, une espèce de vue panoramique de cette région du monde. 3 personnes très différentes, et pourtant les 3 sont des êtres humains, 3 personnes avec leurs préjugés, leur haine, etc., et qui vont avoir beaucoup de mal à se connaître, et qui finiront par se connaître. Et vous avez une passion pour le 19e siècle? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas voulu du tout écrire un livre historique. C'était une envie de parler d'êtres humains dans un contexte déterminé. Je ne suis pas du tout écrivain de livres historiques. Je veux dire, l'aspect historique, d'ailleurs, ce qui m'intéressait,
c'était de parler d'un fait énorme. Comment peut-on être le dernier d'un peuple? Et je considère que ce n'est pas un livre historique parce que, en ce qui concerne les aborigènes, on sait bien que ce n'est qu'en 1967 que les aborigènes acquièrent le droit de citoyenneté en fait en Australie. C'est vraiment très très récent. Et je n'ai absolument pas eu l'impression d'écrire un livre historique. En fait, pour moi, des aventures comme ça, on lit, on tombe sur une phrase extraordinaire. Ouais, ouais. On parle de quelqu'un qui a été le dernier de son peuple. On se prend à rêver si jamais cela vous arrivait. Exactement. Je me suis mis à un certain moment à la place de Tridari, en me disant, mais qu'est-ce que ça me ferait si j'étais le dernier des aborigènes? Et comme la naissance n'est en fait qu'un hasard, en fait, donc j'aurais pu naître là-bas et n'avoir même pas l'espèce de justice d'être présente dans la mémoire commune. Anouar Ben Malek, j'écoute bien votre projet. Je vais faire un peu le provocateur parce que moi j'ai fait le syndrome Sidney Cathy Freeman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le livre était au moment où on parlait de façon un petit peu sous le mode du catéchisme de cette dernière aborigène quasiment qu'aurait été Cathy Freeman. Et je me suis demandé, quand j'ai lu votre livre, si vous n'aviez pas saisi cette virgule pour avoir la possibilité de parler de l'Australie, de parler de la colonisation, de parler de l'extermination, parce qu'il vous aurait été incapable de parler de la France ou de ce qui s'était passé du côté de la France. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça la construction d'une fable sur la colonisation, tout simplement, et l'extermination? Peut-être, en fait, peut-être. Parce que le problème, c'est que quand on parle de la colonisation, on a souvent l'impression que ce n'est pas un crime contre l'humanité de même nature que les autres. Parler de la colonisation fait souvent dire, bon, on sait à peu près de quoi vous allez parler, etc. Mais moi, mon propos n'était pas du tout de parler de la colonisation. C'était de parler d'un crime contre l'humanité qui n'a pas besoin d'être affublé d'un nom pour pouvoir être rabaissé, en fait. Pour moi, ce qui s'est passé en Australie, c'est un crime contre l'humanité, au même titre que les crimes nazis. Et je ne voulais pas que le mot colonisation serve quelque part dédouané, parce que ça a fait partie de l'histoire, maintenant ce n'est plus des peuples, il n'y a plus de colonisation, etc. Non, c'était en fait d'abord parler d'êtres humains. En plus, pris dans leurs sentiments ordinaires. Mes deux adultes ne sont pas spécialement courageux, sont plutôt lâches, en fait, comme nous tous, je pense, comment on aurait réagi dans ces conditions-là. Et comment aurait-on réagi individuellement sans avoir en fait une espèce de culture politique derrière, en rencontrant quelqu'un qui subit ce sort mais abominable d'être le dernier. Que veut dire être le dernier, puisqu'après ce dernier, même la langue aura disparu. Oui. Mais alors, on a l'impression que votre Kader porte la culpabilité. Il est toujours confronté à son manque de courage. Et on a l'impression aussi qu'il a cette espèce de manque de courage par rapport à ce qui est arrivé à son pays. Parce qu'il est en Syrie, il revient en Algérie et n'a peut-être pas le courage d'affronter aussi sa réalité et, j'allais dire, son oppression. C'est possible, parce que peut-être aussi parce que j'écris, sachant que la colonisation, en fait, en Algérie, allait durer 130 ans. Je veux dire, donc le personnage, même s'il n'a pas cette connaissance historique, en fait, son combat est un combat désespéré. D'ailleurs, cette grande insurrection, en fait, allait être une occasion rêvée, en fait, pour le colonisateur, pour, en fait, spolier toutes les tribus pour pratiquement un siècle. Donc c'était une bataille perdue d'avance, une bataille que le cousin d'ailleurs de Kader mène pour l'honneur. Et Kader, lui, c'est plutôt quelqu'un qui voudrait vivre, tout simplement. Et qui refuse cette espèce de courage qu'il aurait fallu avoir pour affronter une telle situation historique. C'est quelqu'un comme nous, comme moi, je veux dire. Je ne suis pas spécialement courageux, je ne suis pas spécialement là. Mais je veux dire, comment aurais-je réagi face à une situation où le seul choix qui me soit donné, c'est de mourir. Voilà, pour la cause, mais de mourir malgré tout. Alors, moi, j'ai voulu choisir ce qui était plus probable, c'est qu'en fait, ce soit plutôt la lâcheté qui prévaut. Reste que ce Kader... Oui, ça n'est pas la lâcheté qui prévaut, parce que ce petit arborigène, il le sauve de sa lâcheté, parce que Kader va être courageux grâce à lui. Exactement, exactement. C'est parce qu'il rencontre un tel malheur devant lui que... quelque part, c'est un malheur chez un enfant. Ça lui redonne son humanité. Et je pense que sans ce gosse-là, Kader serait mort lâche. De même que Lisley, je pense. De même que Lisley. Et c'est ce gosse-là qui subit ce que personne ne subit, en fait, qui fait que les deux vont
quelque part, en fait, tirer les dernières ressources qu'ils ont en eux, parce qu'eux-mêmes ont connu un malheur extraordinaire. Pour eux, l'exil, cet exil de l'autre côté de la planète, c'est la fin du monde pour eux, puisqu'ils sont assurés de ne jamais revenir. En tout cas pour Kader, qui lui ne pourra jamais revenir. En fait, Anouar, c'est la fin. Oui. C'est toujours plus intéressant un personnage qui n'est pas spécialement brave, parce que d'abord le phénomène de la lâcheté fait apprécier la vie. C'est quelqu'un qui apprécie la vie, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de mourir. Et puis aussi, ça permet à l'écrivain de donner une certaine introspection au personnage, puisque quelqu'un qui n'est pas brave, il réfléchit souvent et donne à des états d'âme, alors que quelqu'un qui va directement au bout de ce qu'il sent, c'est pas spécialement... Non. Pourrais-je dire de manière provocatrice, allons-y, au contraire. Les gens qui sont à la cause des guerres, ce sont les gens courageux. Bien sûr. Les gens lâches, ce seraient plutôt les gens comme disait Brassens, mourir, mais de mort lente. Voilà. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que moi, je ne tiens pas à montrer les fanatiques, en fait. Quand on dit fanatiques, ce sont les gens courageux de l'autre bord, en fait. Et donc, quelque part, il y en a marre peut-être du courage guerrier. Oui, mais en même temps, vous montrez dans votre livre que la violence est fondatrice de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni de pays, ni même d'amour qui ne se soit fondé sur la violence. Donc il y a un moment, pour affronter la violence, il faut être courageux. Il y a un moment, il faut avoir été, entre guillemets, ce somptueux lâche pour devenir ce courageux modeste. C'est très bien dit. Je la reprendrai. Non, mais c'est vrai, en fait. Je pense que il y a des fois où la définition même de soi-même, en fait, requiert, je pense, ce courage qu'on ne se soupçonnait pas, en fait, avant avoir, en fait. Et alors, le courage guerrier est une chose, mais le courage de découvrir sa propre humanité, je pense que Kader et Lisley, en fait, ont la chance, parce que c'est une chance, en fait, ont la chance de le découvrir face à ce gosse-là, face à ce Tridarir qui se retrouve tout seul avec sa langue, incompréhensible. Personne ne peut comprendre cette langue-là. Il n'a plus de parents, il n'a plus de descendants, et pourtant c'est un gosse. Mais on a l'impression que c'est l'autre qui révèle, c'est ce Tridarir qui révèle tout le monde. Il révèle Kader, il révèle Lisley, il révèle leur amour, il révèle même l'avenir de ce pays. Oui, je pense. Oui. Je pense que d'abord c'est dans le contact de l'autre qu'on arrive à se définir. Et c'est dans la connaissance de l'autre qui n'est jamais donnée d'avance, qu'on arrive à découvrir ce qu'on a de profondément humain. Kader, au départ, est plein de préjugés, il est raciste, il est tout ce qu'on veut, il a tous les défauts du monde, comme nous autres, hein, je veux dire. Non, Comme nous autres. Non, ici, Finalement, Anouar Ben Malek, il y a que des survivants ce soir. il s'agit aussi d'une histoire d'amour. Quelle est votre conception d'amour à travers ce livre? Moi, je n'écris que des histoires d'amour. Je veux dire, je revendique ce titre-là, mais des histoires d'amour plongées dans le contexte terrible qui est celui de l'humanité. À n'importe quel moment de l'histoire, vous avez toujours une histoire terrible. On se bouche les oreilles quand on croit qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas une histoire terrible. Et moi, je prétends, je pense que nous tous qui sommes ici, l'amour constitue en fait la raison ultime d'écrire, je pense. Ça peut être un amour dans la violence, et c'est vrai, ce que dit Dan Epiculi, en fait, la violence vient du fait qu'on n'a aucune raison au départ de s'apprécier. On vient de cultures différentes, on a des préjugés différents, et la rencontre de ça ne peut pas se faire facilement. Donc la violence est fondatrice. Alors d'un autre côté, moi ce que je voulais montrer, c'est que nous tous, nous sommes responsables de crimes. Que ce soit en Algérie, par exemple, l'esclavage a existé en Algérie, dans les pays arabes. Très souvent, je veux dire, quand on parle de l'esclavage, les pays arabes regardent de l'autre côté. Je veux dire, ils ne se sentent absolument pas concernés. Pas du côté du Soudan, par exemple. Exactement, je veux dire. Et en Australie, par exemple, ce pays merveilleux, qui a une aussi belle image, de sourire, etc. Mais c'est un pays de meurtre. Il est fondé sur le génocide. De même que la Commune de Paris, la découverte de la Commune de Paris, pour moi, c'était extraordinaire de savoir que, par exemple, le Jardin Luxembourg a été un champ d'exécution, où des milliers de personnes ont été tuées. Ça vous fait voir l'histoire, pas si lointaine que ça, d'un autre œil. Oui, et pourtant, dans ce chaos de l'amour, et Jean-Michel on va écouter, on vous écoute. Vous auriez un passage. La somptueuse violence du désir. Oui. La première nuit ne s'était plus répétée.
chacun restant sur une réserve presque hostile, comprenant vaguement que leur relation avait changé de nature, les amenant au bord du gouffre de choix trop coûteux, irrémissibles peut-être. À 2 ou 3 reprises, cependant, Kader se remémora avec une douloureuse précision cet instant où son sexe s'était enfoncé dans la vulve humide de sa compagne. Boire dans la coupe de la femme et en rester altéré à jamais. À la fin, n'y tenant plus, Kader était descendu de sa monture. Prétextant un besoin urgent, il s'était réfugié derrière des buissons d'acacia. S'était caressé. Quand il a réajusté ses habits, il s'est aperçu qu'un lézard à collerette le surveillait avec curiosité. Mais Kader, mal à l'aise, a gloussé. « Eh, tu vas pas me dénoncer. Heureusement que tu parles pas, voisin. » Et là, c'était, moi, je trouve une très belle image à la fois de la crudité, parce qu'il y a beaucoup de crudité amoureuse. Et aussi, tout à l'heure, quand vous parliez de l'Australie, il y a une formule qu'on ne trouvera pas dans les guides de l'Australie. L'Australie, c'est le pays où on chasse le dingo et le négro. C'est bien une de vos formules. J'ai été étonné même de découvrir le prix d'une oreille d'aborigène au début du siècle. Et il faut dire que c'est très récent parce que le maximum, le pic des massacres a été en fait en 1930. Bon, après, ils n'ont plus osé faire de massacres aussi massifs. Mais bon, même jusqu'à maintenant, la violence, par exemple, contre les aborigènes est très très forte. Le taux de meurtre en garde à vue est extraordinairement élevé quand il s'agit d'aborigènes. Je veux dire, Cathy Freeman ne doit pas cacher en fait la véritable situation qui est faite en fait aux aborigènes. Bien que Cathy Freeman soit une grande dame et qu'elle soit elle-même en fait le résultat d'une histoire épouvantable, elle a fait partie de ce qu'on appelle les générations volées, des Stolen Generation. L'Australie, c'est un peu comme si, par exemple, imaginez que Auschwitz ne soit plus connu que pour une célèbre course, disons, de voiture. Bien, c'est le cas, par exemple, de Hobart, capitale de la Tasmanie, qui n'est connu que pour une célèbre course de bateau à voile. Et c'est une extraordinaire injustice qui... On va revenir sur un autre type d'injustice, je crois, en parlant de... Oui, un autre peuple d'anciens, d'ailleurs, le vôtre, Gaston Polefa, avec le cri que tu pousses ne réveillera personne. Quel est ce peuple d'anciens dont vous parlez? Les hommes intègres. Le peuple d'anciens, c'est peut-être l'humanité elle-même, j'ai pensé d'abord, parce que c'est un livre qui se passe partout et nulle part. Et il faudrait peut-être que je parte de ce fait réel qui nourrit mon voyage dans ce monde lointain. C'est-à-dire qu'un jour, je me retrouve au Nord Cameroun lors d'un voyage banal. Et on me présente, vous savez, quand on vient d'Europe, on pense que nous avons solution à tout dans nos poches. On me présente un enfant qui a les yeux crevés. Naturellement, je lui demande ce qui lui était arrivé. Il me dit, voilà, j'étais l'enfant le plus intelligent du village. Les gens de la ville sont venus donner argent et nourriture à mes parents pour m'inscrire à l'école de la ville. L'enfant ne se doutait pas qu'il servirait de règlement de compte entre adultes. Il se retire et, arrivé au premier bosquet, il s'arrête. On le roue de coups, on le foule aux pieds, on lui crève d'abord un œil. Ils étaient 3 bourreaux. Le premier lui dit, mais crie plus fort. Il pensait qu'en criant, on lui laisserait la vie. Il continue de crier lorsqu'on lui crève le deuxième œil. Et il dit, les gens se retirent. Là, j'ai traduit littéralement ce qu'il m'a dit. Il me dit, il a entendu dire, le cri que tu pousses, de toute façon, ne réveillera personne. Cet enfant, on le retrouve 3 jours plus tard dans la nature. Eh bien, moi, j'ai regardé cet enfant, ses yeux crevés. Et longtemps, cette vision m'a poursuivi avec un relent de profanation, de sacrilège. Je me suis rendu compte que c'est de toute autre chose qu'il s'agissait. À l'obscur du cœur noué, j'étais face à une humanité, un continent qui se crève les yeux. Je pense que lorsque la violence en prend un enfant, ça devient le mal absolu. Et moi, je ne pouvais plus me taire. Je n'ai ni or ni argent pour donner à cet enfant. Je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire était de lui redonner une histoire. Vous savez, dans la tradition hébraïque, celui qui a les yeux crevés est considéré comme mort. Écrire sur cet événement, c'était à la fois redonner un visage à un continent,
à un enfant, et peut-être, puisque tout écrivain est aussi cet enfant qui est mutilé sans cesse, je n'apprends rien à Daniel, j'ai pensé que moi-même, je retrouvais un visage à travers cet enfant. Bon, on retient ici aussi 3 personnages principaux, dont le rôle de l'ancien, qui est fil rouge tout au long du roman. Parlez-nous de cet ancien, de ce sage. Oui, l'ancien, dans ce Makaya, Oui. comme il s'appelle, est plutôt cette lumière qu'on promène dans la nuit et qui circule, qui nous permet de nous rappeler que quelque part, il ne faut pas perdre le nord. Et donc, c'est vraiment le sage. Et à côté de ce sage, j'ai pensé, dans le travail de l'écriture, que la femme était peut-être Ima était peut-être celle qui allait redonner ce visage qu'il a perdu à Eugène Doumé. Et je partis simplement d'une légende africaine de ma tribu Béti qui dit que lorsqu'un enfant vient au monde, un ange vient déposer sur la langue de cet enfant un voile. Lacan n'est pas loin, c'est l'interdit. Et le lait maternel, dans cette espèce de bouche à bouche de la mère à l'enfant, va déchirer le voile pour ouvrir l'enfant au monde. J'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux de penser ici que la femme, dans l'écriture, allait être celle qui va redonner Vous, Daniel, qu'est-ce qui le vous visage a... à l'enfant. Pardon. Oui, Qu'est-ce qui vous a étonné? c'est simple. Ce qui m'a étonné, et ce qui étonne toujours quand on a la chance de rencontrer Gaston Polefa, c'est la langue. Et j'allais presque dire cette transposition de la langue écrite à la langue orale, de la langue orale à la langue écrite. Et moi, je voulais demander à Gaston Polefa, parce que peut-être ceux qui ne connaissent pas son travail pour l'instant, j'espère qu'il y en aura beaucoup qui iront y voir, vont peut-être être surpris par la densité de cette langue. Et je me pose la question de savoir, est-ce que cette langue, le choix de cette langue, est une espèce de choix, je vais dire politique, de montrer que même un villageois déshérité, assis au milieu d'un village en Afrique, a une perception infinie et subtile de la réalité. Et que là où on voit un sauvage, il y a, pour faire une image, un petit Proust qui regarde l'Afrique et son village. C'est merveilleux ce que Daniel dit là. Vous savez comment j'ai appris la langue française? Tout simplement comme tous les autres Africains. C'est-à-dire que tous les vendredis matins, après la dictée hebdomadaire, on était battus. La règle était autant de fautes, autant de coups de bâton. Efficace. Oui. Il est vrai que j'aurais pu détester la langue française en considérant la douleur qui m'était infligée à travers elle. Lorsque le maître d'école me battait, j'avais vraiment l'impression que c'est la langue française qui me battait. Et je lui en voulais à cette langue. Et je pense que lorsqu'on devient écrivain, on reprend inconsciemment sa revanche. D'une certaine manière, c'est une revanche. Vous savez, ce sont les enfants martyrs qui sont les meilleurs bourreaux. Donc, ma manière de voir le monde se fait à travers le prisme de cette langue. Je la soumets à un traitement d'abord, qui est stylistique, pour lui presser, lui demander de me donner sa beauté. Et c'est cette langue aussi qui me permet d'une certaine manière de revisiter à la fois l'humain et ce continent africain qui, comme vous savez, ce n'est pas la peine de le redire, est un continent déchiqueté. Dany, vous êtes d'accord avec l'idée que l'écrivain a une revanche à prendre? Non, lui-même, il dit qu'il a une revanche à prendre. Je ne pense pas qu'il dirait l'écrivain. Si. Bon, oui, mais il pensait à lui. Il a raison. Il est interprète des idées. Quand je dis il pleut, je ne veux pas dire qu'il pleut sur la planète. Je veux dire qu'il pleut dans l'endroit où je me trouve. Parce que non, je n'ai pas de revanche à prendre. Sur la langue, au contraire, je l'efface. Et pour moi, la langue n'existe pas. Quand je parle du principe que... On parle beaucoup de langue en ce moment. On parle beaucoup de langue française ou de langue anglaise. Et toutes ces idées-là, j'aime pas. J'aime pas toute cette histoire-là. On a l'impression que on avait mis au départ des barrières, des frontières de territoire, et maintenant on met des frontières linguistiques. Je n'aime pas cette idée, par exemple, la langue française est une belle langue. Parce que dès qu'on parle, on parle. On oublie que les gens parlent. C'est-à-dire avant de parler une langue. Moi, j'ai su que je parlais créole quand l'idéologie de l'authenticité est arrivée en Haïti. C'est-à-dire parler créole est devenu un être authentique de la Caraïbe. Mais avant, je parlais tout simplement. Et en écrivant ou en parlant français, j'ai toujours l'impression tout simplement de parler. Comme n'importe quel être humain. On va d'ailleurs, mais
je crois qu'on a eu envie, non, mais Gaston Paul, d'entendre votre langue. Et moi, j'ai envie, Jean-Michel, vous lui avez posé beaucoup de problèmes, mais de délicieux problèmes. Pas vrai, Jean-Michel? Il faudrait que le récit lui-même, sans que le moindre doute, la moindre faille subsistât, devint pareil au mouvement capricieux et irrégulier des jambes. Que brusquement pressées et ralenties, ces phrases, comme ces jambes d'enfants haut levées sous leurs culottes rapiécées, puissent s'élever un instant et s'immobiliser. Ainsi que l'enfant le faisait lui-même, poussant des cris de plaisir lorsqu'il saisissait son trophée par la queue. Les mains alors se joignaient, comme elles le faisaient pour la prière, dans les minutes à la grand-messe qui précédait ou qui suivait la communion. Et c'était le tendre museau d'un rat qu'elle rencontrait. Ses mêmes mains soulevaient le rat et le frappaient à terre pour l'achever. L'effroi et l'extase, le désir et la privation, le monde convoqué, révoqué, les yeux, le choc de la réalité. Que manquait-il à la vie des enfants du village des hommes intègres? Ces instants privilégiés, les soirées passées auprès de la seule chamelle du village pour empêcher le petit de téter et de recueillir le lait qui accompagnerait l'unique repas de la journée. Ce n'était pas le bonheur, ce n'était pas même l'innocence. Innocents, les enfants du village pensaient tous l'avoir été. Et le mal même, il ne le faisait pas impunément. Oui, bon, je crois qu'on a entendu Gaston Paul. Moi, j'ai une question, parce que j'aime bien, quand je lis un livre, y voir une fable. Et là, dans les quelques derniers mots, il y avait en filigrane la fable de l'innocence. Mais quelle est votre fable, celle que vous avez voulu peut-être tisser dans ce texte? La fable, c'est peut-être l'aventure de l'amour. Est-ce que c'est une fable? Je pense qu'à côté du grand malheur, on parlait tout à l'heure de la violence, quelque chose, la chance qu'on n'a pas peut jaillir. Et il me semble qu'à nos pieds, il y a cela, l'amour. C'est quoi? C'est le hasard objectif qui veut que Doumé rencontre Ima. Et que les deux se regardent dans les yeux, et que le mystique aliment qu'est l'amour fait en sorte que les deux grandissent ensemble. Vous parlez d'amour de l'homme, de la femme, mais vous représentez la femme dans une société très misogyne dans ce roman. Vous pensez que cette misogynie est représentative de l'Afrique aujourd'hui? Vous savez, je pense que l'Afrique, pour parler comme des hommes politiques, n'a pas le monopole de la misogynie. Il se trouve que nous sommes des choses auxquelles nous naissons. Je suis de ce continent-là, que je connais mieux que quelconque, et j'ai essayé de traiter l'humain à partir du sol. Je pense que tout écrivain, comme disait tout à l'heure Dany, quand il pleut, bien sûr, il pleut sur nous, il pleut dans un coin, mais cette pluie, parfois, nous pensons qu'il pleut aussi ailleurs. Et donc, ma pluie à moi, c'est le retraitement de l'humain à travers une histoire banale. Et la langue. Parce que, tout à l'heure, j'étais intéressé quand vous avez cité Lacan, parce que j'ai trouvé dans ce texte, il y avait un inspecteur goré. Et moi, j'aime que la langue, de temps à autre, ou fourche ou un voile. Et j'aimerais savoir quelle est la fonction de cet inspecteur goré là, dans votre livre. Oui, je vois. Vous me menez dans un milieu politique. Évidemment, c'est un livre qui peut l'être. Oui. L'inspecteur goré est peut-être celui qui se trahit par la langue. C'est-à-dire qu'il est venu un jour, sans motif clair, arrêter arbitrairement un homme. Il est pris de remords. Et dans ces remords, il va retrouver le prisonnier, celui qui a mis en prison. Et il ne comprend plus ce qui lui arrive. Et le prisonnier va être un peu comme dans la fameuse allégorie hégélienne du maître et l'esclave. Celui qui était inspecteur devient finalement le prisonnier. Je pense que la vie est comme ça. Aujourd'hui, Gaston Polefa, goré toujours, je reviens à goré. Est-ce que ça veut dire quelle est la métaphore? Bien sûr, le Sénégal n'est pas loin
Et le continent a traîné comme ça ce grand boulet. Il suffit de suivre les mers. On trouve au fond des mers encore ce boulet qui traîne. Évidemment, je suis issu de ce boulet. Donc il fallait, de manière consciente ou non, parler de cette déchirure, cette écorchure Alors, on peut africaine. dire déchirure consciente ou inconsciente. Dans ce texte qui pourrait être, j'allais dire, ahistorique, hors de, j'allais dire, de toute époque, tout à coup on voit surgir des 404 pick-up, on voit de la vaisselle Arcopal, on voit des containers qui ravit. On est tout à coup submergé par une trivialité quasiment. Quelle est sa fonction dans votre Non texte? seulement la trivialité, mais je pense que aujourd'hui, le continent africain, je dis, cette fois-ci c'est une généralisation, l'Africain veut vivre à l'occidental. Et dans tout, y compris dans le comportement. L'ancien colon d'hier, aujourd'hui, est noir. L'Africain devient le meilleur bourreau de l'Africain. Et il me semblait que c'est d'abord à moi qu'il revient de dénoncer cet état de choses. Alors, non, mais il y a quelque chose de oui, plus oui, non, mais intéressant. Dany, bien sûr. Non, mais il y a quelque chose de plus intéressant que cela. Je ne parle pas même dans le contexte du livre. Et c'est que les gens ont toujours vécu, tout simplement, avec des objets du quotidien. Et ce qu'on ne voit pas dans les romans des écrivains du tiers-monde, généralement, on dirait qu'ils sont toujours un petit peu en retard par rapport à la réalité. Et à chaque fois que je vois des avez objets une du théorie quotidien dans les romans du tiers-monde, je suis très content. Oui. J'avais même un copain avec qui j'avais fait un groupe, le club de l'automobile. Parce que je me Des disais, voitures. pourquoi il y a plein de voitures, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Sénégal, et on ne voit jamais dans les romans. Oui. C'est vrai. Mais oui, non, mais alors, je voudrais rebondir sur la dernière parole de Gaston Polefa qui éclaire un peu la fin du livre. C'est presque une parole refondatrice que vous prononcez là. Et à la fin du livre, il y a quasiment, au moment où on a perdu le Havre-Sac, enfin les objets totémiques, vous semblez presque créer une nouvelle cosmogonie avec ce boa. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là? Parce que j'ai l'impression que vous posez en refondateur quasiment d'une mythique ou d'une mythologie. Oui, c'est une lecture biblique. Je suis revenu vraiment à ce jardin de l'Éden, aux origines. Le texte commence comme ça, ce monde était un jardin. Et on a cette quête du paradis perdu qu'on va vivre pendant tout le livre. Et l'humanité, c'est cela. Je pense que je deviens un petit Rousseau. L'enfant est un innocent. Un peu d'angélisme, comme Isaïe Oui, peut-être, comme la fin. Isaïe. Oui, l'enfant, je pense que c'est d'abord dans l'innocence. La rencontre avec le monde le change. Et je pense que nous aspirons toujours à retrouver peut-être cette innocence. Et l'écrivain, c'est aussi ça. Retrouver la naïveté de l'enfant. C'est ce que nous recherchons. On quitte l'idée du grand amour pour aller avec vous, Dany Laferrière, vers un amour alors beaucoup plus cru. Est-ce que vous ne sacrifiez pas finalement à la mode de ces jeunes écrivains qui écrivent crûment des propos salaces? Ah bah, J'ai retenu jeune écrivain. voilà. C'est vrai que votre premier roman qui vous a fait connaître, c'était Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Alors déjà, c'est vrai que, bon, à la limite, vous étiez déjà un peu même carrément dans le ton. Non, c'est pas ça là, c'est une expression, et je pense, il avait parlé d'une virgule qu'il avait bouleversée, et que les génocides d'un peuple soient placés après une virgule, en termes comparatifs et même négatifs. Et moi, c'est une expression qui m'avait impressionné, c'est l'expression « faire l'amour ». Moi, adolescent, j'ai découvert cette expression-là, comment on le faisait. C'est-à-dire cette chose dont on parlait dans les poésies, et dont on parlait, on déclamait dans les salons, et on pouvait le faire. On disait que c'est le cœur et tout, comment on le faisait. Et je me suis beaucoup appuyé, couché sur cette expression-là, et pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui. Au début, je pensais que c'était une chose qui allait me passer. Et j'ai dit, avec le temps, je vais en vouloir moins, en désirer moins, et je vois que c'est... Hein? Maladie jeunesse. Et donc, vous n'aviez pas envie de lier un peu tout ça avec une touche de romantisme quand même? Que sujet, verbe, complément, point? Et vous savez, le romantisme, c'est la lâcheté de ceux qui ne peuvent plus. Tant qu'on peut, il n'y a pas de liqueur. Hein. Bon, l'histoire se passe à Port-au-Prince. Le héros est un adolescent qui suit un peu l'appel de l'amour. Est-ce que la thématique de votre livre, c'est l'éveil des sens? La thématique de mon livre, non. C'est un portrait de Port-au-Prince, ce livre, La chair du maître. Et j'ai fait beaucoup de portraits de cette ville que j'aime beaucoup.
et qui me prend par tous les côtés. Et c'est un portrait de Port-au-Prince par le sexe. Parce que on a parlé d'amour, on peut dire le mot lui-même. Et c'est un portrait par le sexe, par le désir. C'est une ville qui est fondée sur le sexe, le désir. C'est-à-dire, il y a, même dans l'image fondatrice, j'ai toujours pensé que dans la colonie, il y avait des propriétaires de grandes latifondia, des colons blancs. Et ces propriétaires-là, ils faisaient le tour de leur propriété à cheval. Ils étaient un peu repus, un peu lourds. Et ils avaient de jeunes esclaves qui travaillaient pour eux, des types formés, musclés, très beaux, parce que c'était le type du travail, de l'énergie. Et il y avait leur fille, la fille de ces propriétaires-là, et leurs femmes, leurs épouses aussi. Et donc, celui qu'on faisait travailler durement était le prototype même de l'esthétique, était le représentant de la beauté. Et donc, je me suis dit, il doit y avoir des trucs de désir assez violents. Et j'ai essayé de rechercher dans cette ville de Port-au-Prince les traces de ces désirs-là, et en conviant aussi des étrangères à Port-au-Prince, parce qu'il c'est pas une ville où il y a uniquement des Haïtiens, et dans ce roman, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, et sans questionner moralement. C'est-à-dire, dès qu'on dit, on voit une blanche dans une ville comme Port-au-Prince ou Dakar, et une blanche qui soit avec un jeune noir, on dit, bon, c'est uniquement pour le sexe. Je ne crois pas que ce soit uniquement pour le sexe. Il y a un exotisme qui est assez intéressant. C'est-à-dire, c'est une sorte de rêve. L'idée qu'on peut faire sa vie ailleurs, qu'on peut voir autre chose. Un exotisme, mais une violence aussi, parce qu'entre les hommes et les femmes, il y a une très grande violence. Pourquoi? C'est pas toujours comme ça. Ah, pour moi, le sexe, sans violence, ça n'existe pas. Je l'ai dit, vous avez signalé mon premier livre, j'ai dit, dans l'acte sexuel, qui avait fait sursauter ma mère, dans l'acte sexuel, la haine est souvent plus efficace que l'amour. Bon, ce que j'appelle la haine, je ne parle pas de viol précisément, je parlais plutôt... pour moi, j'ai découvert la sexualité par l'amant de Lady Chatterley. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de sexualité tant que si les deux personnes sont semblables. Il faut qu'ils soient de classes sociales différentes, il faut que la femme, surtout, soit de classe sociale supérieure, il faut que ce soit deux personnes qui ne devraient pas être là, dans cette salle, qui se retrouvent là. Donc, mais c'est le corps qui dirige, ce n'est pas le cœur dans mon affaire. Jean-Michel va nous donner un aperçu concret des idées, du style de Dany Laferrière. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je ne veux pas la prendre. C'est elle qui doit se donner. Subitement, je change de statut, je deviens la proie. Elle s'approche de moi, un peu hésitante, son buste penché vers moi, et calmement, elle déboutonne ma chemise. Ses yeux luisent dans la pénombre. Une lune ronde. Elle me touche du bout des doigts comme si j'étais une relique sacrée. Puis sa bouche suit. Je me laisse faire. Elle commence par me lécher avec la pointe de sa langue, comme pour me goûter le sel de la peau. Puis c'est avec toute la bouche, sa grande bouche carnivore. Mon torse devient luisant de salive. Un temps d'arrêt, un cri rauque, une bouche tordue de désir trop longtemps retenue, et je n'entends plus que cris, gloussements, chuchotements, une sorte de curieux sabir qui fait uniquement onomatopée, interjection, borborigme. Puis ce hurlement de bêtes blessées, cris interminables au sommet. Et elle tombe. 10 minutes plus tard, « Oh Seigneur, dit-elle, dans un souffle. Qu'est-ce que c'était ?» Un train ne lui était passé dessus. Il faut dire aussi que c'est un tout jeune garçon de 17 ans qui se fait agresser et désirer par une femme, directrice d'école de sa sœur, qui doit avoir peut-être 45 ans, et ce jeune garçon avait arrangé toute cette histoire pour qu'elle le désire. Et c'est ça que j'aime, moi. J'aime bien les... Sinon, je m'endors. Hein, vous l'excusez, quoi. En gros, il est en légitime défense, ce garçon. Bon. Dany, il y a quelque chose qui a été dit et que j'avais noté, parce que dans ce texte, ce qui me sidère, que j'aime bien, c'est l'idée, je pose la question, c'est qu'on aurait remplacé la lutte des classes par la lutte des sexes. C'est-à-dire que vous dites quelque part, on vous a dit un jour qu'une formule,
on ne s'assoit pas sur un banc pour regarder la lutte des classes passées. Et je me demande si vous n'avez pas traduit maintenant par on s'assoit sur un lit et on regarde la lutte des sexes passés. Non, non, la lutte des classes dans le lit. Oui, la lutte des classes dans le lit, absolument. Dans le lit, Mais, lit, parce oui. que vous l'avez dit, vous avez appris, j'allais presque dire, vous avez appris la sexualité dans l'amant de Lady Chatterley. C'est-à-dire qu'elle ne peut se concevoir que sans cette différence de classe. Différence de classe, différence de style. Par exemple, j'aime bien par exemple un type qui soit considéré comme, mettons, très beau, très riche, très célèbre et qui sorte avec une fille laide, petite. J'aime bien que les choses bougent. Je trouve que tellement ridicule les gens qui sont beaux, qui se mettent ensemble. Mais c'est nul. C'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis. C'est même pas du gâchis. Oui, d'abord, c'est du gâchis. C'est du gâchis pour Ils les ne autres. partagent pas. Ben voilà. Et puis ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la beauté existe. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on regarde un miroir, alors que le charme, précisément, c'est... Moi, par exemple, j'ai voulu être connu juste pour ça, pour pouvoir faire ce que je veux. C'est-à-dire sortir, vivre avec n'importe qui et faire autre chose. Je ne veux pas être célèbre, et puis pour sortir avec quelqu'un de célèbre, c'est quoi cette histoire-là? C'est le génisme, quoi. Il faut faire autre chose. C'est un côté dandy, un côté de grande liberté. Voilà, vous l'avez dit, de dandy, c'est-à-dire qu'il y a quand même un propos esthétique dans votre texte. C'est-à-dire le dandy est celui qui, à la limite, va aller avec une femme laide, parce qu'il en a le droit, parce qu'il ne s'astreint pas à la beauté, parce qu'il n'en a rien à foutre de quoi que ce soit. C'est une forme supérieure de liberté. Le style. Le style, la classe. Comme on a, mais c'est ça, le style. On l'a ou on l'a pas. Voilà, on l'a ou on l'a pas. Non, mais ça, ce qui fait, ça réintroduit les castes. Il y a ceux qui l'ont, parce que dans votre texte, il y a ceux qui ils entrent dans une pièce, tout le monde tombe. Il y a les garçons qui entrent, il y a une espèce de caste de femmes ou d'hommes qui l'ont ou qui ne l'ont pas. Le charme. Oui. C'est ça, quand même. Et vous l'avez? Bien sûr. Oui, on ne peut pas ne pas le savoir. Et on ne peut pas ne pas le savoir si on ne le sait pas, c'est la bêtise. Et la bêtise, c'est l'anti-style. C'est l'anti-style. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec qui compte. Oui. C'est-à-dire, on peut même aller, par exemple, pour moi, quand j'ai écrit mon premier livre, il y avait comme 2 livres à l'intérieur. Mon éditeur a enlevé un livre, et il trouvait ça à l'Odyssée. Il en a fait un 2e livre. Bon, ça m'a vraiment chaviré, et je le dis vraiment, et c'est honnête, ça m'a vraiment chaviré, parce que je ne concevais pas l'idée d'écrire 2 livres. C'est impossible. Et pour quelqu'un qui est un peu comme ma fille, là. Ma fille, si elle t'embrasse une fois, tu dis, mais va embrasser Daniel. Elle dit, mais j'ai déjà fait. Mais quand? Mais il y a 3 jours, il était venu. Donc, c'est-à-dire, l'idée de faire la même chose 2 fois est absolument inconcevable. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai dit, on peut faire un seul livre avec plusieurs volumes sur une large dimension. C'est pour ça que ça s'appelle roman? Parce que c'est pas un roman, ça. Il y a quelque chose Oui, qu'il oui, faudrait Gaston Paul, ajouter. il va répondre quand même sur Malgré le roman, les hein. dénégations de Oui. Daniela Ferrer tout à l'heure, j'ai lu une bonne partie du livre et moi j'ai été séduit par cette langue. Oui. Je pense que vraiment c'est une écriture qui a de la chair. Donc la langue, Chair, il mais- s'en fiche, certes, mais il s'en sert admirablement. Je pense que il faut le souligner. Et à propos du titre, la chair du maître, pourquoi du maître et pourquoi pas justement, j'ai l'impression qu'il s'agit plus de la chair c'est peut-être mon point de vue, des jeunes hommes de la rue plutôt que celle du maître. Ah, il y a de tout. Sexuellement, il y a les jeunes hommes, il y a les vieilles femmes. Il y a cette phrase en exergue du livre que j'aimerais bien que tu lises parce que c'est une phrase qui m'avait séduite et qui est de Sagan. De Sagan, ah oui. Quand je serai vieille, je paierai des jeunes gens pour m'aimer, parce que l'amour est la chose la plus douce, la plus vivante, la plus raisonnable, et que le prix importe peu. Ben, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle qui l'illustre très très bien, c'est ce jeune homme qui va séduire une bourgeoise, et qui, quand il revient, son copain lui dit « Alors, comment c'était avec ta bourgeoise ?» Et lui dit « Demain, elle paiera. » Et le garçon répond « Très bien, au moins je pourrais m'acheter des chaussures. » Oui, c'est ça. C'est la carte de crédit. C'est avant la lettre. Crédit limité. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent, tu as ton corps, et bien tu t'en sers, et il y a de ton charme, et puis tu te fais payer, tu paies. Mais en même temps aussi, il faut toujours garder cette possibilité. Et je me souviens quand j'étais arrivé à Montréal, et les types, mes amis me disent « Ah, on va dans un bar. » Et on est allé dans un bar, et bien toutes les filles du bar avaient au minimum 65 ans. Et moi j'avais 20 ans. Et bien le style, c'est de payer, d'avoir 20 ans et de payer pour une femme de 65 ans. C'est ça le style. Mais on peut se payer une note. Par exemple, dans ce livre, il y a une jeune fille qui ne doit pas être une très très bonne élève. Qu'est-ce qu'elle trouve pour avoir une bonne note? Elle tend un piège à son professeur.
un peu, comme un type harcèlement. Et le pauvre professeur se retrouve dans une maison à devoir subir les assauts de la jeune fille qui lui dit maintenant, si vous ne mettez pas une bonne note, je hurle. Mais c'est aussi la ville de Port-au-Prince aussi, c'est-à-dire ce théâtre de la séduction, de la corruption, de toutes sortes de choses. Et c'est qu'on peut lire ça sous le sexe, mais on peut voir aussi toutes les strates politiques qui se trouvent. Parce que je voulais écrire un livre politique où il n'y a pas de politique, comme on l'entend, c'est-à-dire le pouvoir établi, le palais national, enfin les candidats et tout. Parce que précisément, le sexe est fondamental dans des pays comme ça, en Haïti. C'est la source. Il y a le type, par exemple, il t'écrase, il est candidat et tout, mais au fond, et tout ça pour avoir du pouvoir et tenter de séduire une jeune fille de 17 ans. Donc c'est l'aboutissement. Alors au lieu de prendre ça à la source, ce qu'on veut me montrer, l'homme très beau, très à la télévision qui vend sa salade, je le prends au moment où il va se mettre à genoux devant cette fille de 17 ans. Il ramasse tout ce pouvoir-là pour le mettre au pied de cette fille, et cette fille qui doit elle aussi regarder derrière elle, parce que n'importe quelle autre nana qui arrive, elle est en danger. Donc il y a un danger constant de partout, et c'est ça que je voulais mettre dans ce livre. Il y a un fantasme un peu commun à vos deux livres, qui émane de vos deux romans. C'est le fantasme de l'assassin, d'une femme de vouloir aller avec un mauvais garçon. Alors vous avez deux fantasmes. Vous avez celui de la putain, de l'homme qui a envie d'aller avec une femme un peu putain, et de la femme qui aimerait aller avec un peu un mauvais garçon, et vous aussi, la bourgeoise qui s'encopine des mauvais garçons de la rue. J'en reste sans voix. Mais c'est vrai, non hein? Vous ne trouvez pas que c'est un fantasme classique? Non, dans mon histoire, Lisley, en fait, paye son trajet, son parcours pour s'évader. En fait, elle paye avec son corps parce qu'elle n'a pas d'autre moyen. Mais je pense, enfin, je veux dire, je me mettais dans des situations réelles où, souvent, en fait, dans des circonstances extrêmes, la seule ressource qui reste, c'est le corps, comme disait la Ferrière. Je veux dire, mais je pense pas que pour moi ce soit un fantasme, en fait. Non, mais tout le monde le sait. La personne qui lit se lit. Voilà, donc en gros, vous venez de dire que c'est le fantasme de Karine, voilà. Non, mais c'est absolument de l'utilité de lire les livres devant les auteurs. Dany, il y a la conclusion du livre, parce que vous disiez que vous vouliez faire un livre politique et montrer aussi qu'il y avait le sexe au centre de tout. Je vais me permettre, si Jean-Michel veut bien, parce que je suis en train de m'arroger. Au fond, dernière nouvelle de ce livre, au fond, conclut-elle après un moment, le désir a toujours été le vrai moteur de l'histoire. Vous voulez dire l'amour? Non, insiste-t-elle, le sexe, le furieux désir de la chair du maître, c'est-à-dire central. Oui. Et la dernière ligne dit celui du port de Port-au-Prince d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez voulu parler d'aujourd'hui. Oui, passé, présent, compressé. C'est-à-dire que je regardais un peu dans toute l'histoire haïtienne et je vois que le désir qu'on a pour la chair du maître c'est le maître, le colon ou n'importe quel maître. On ne peut jamais atteindre ce maître puisqu'il est au centre du pouvoir, mais sa fille, par exemple. Oui. Oui. Si on sait s'y prendre. Voilà. Et elle aussi, oui. Parce que le désir qu'on a pour l'autre, c'est un désir si neuf, si vorace, si vivant. Et tu vas me calmer, hein? Oui. Si jouissif. Ah, pas du tout, j'ai pas du tout envie de te calmer. Qui le pourrait? Donc, ce désir-là, oui. Pour quelqu'un qui regarde, ça fait peur, mais pour la personne qui est désirée, c'est magnifique. Ce n'est plus le petit jeu dans les petits salons avec les gens de même classe sociale. Oui. C'est le désir de celui tapi dans le coin qui regarde le fruit complètement défendu, interdit par l'histoire. Et donc, cette gourmandise crée chez l'autre le désir d'être mangé. Parce que je me suis fait... Ah, mais la distinction entre l'amour et le sexe. La distinction entre l'amour et le sexe. C'est en le faisant qu'on le trouve. Moi, je pense que c'est très gourmand, ma vision de l'amour. Et il est physique, l'amour pour moi. Il se fait, il se prend. Et dans un autre de mes livres, il y a une jeune fille qui demande précisément cette question et qui dit « Je n'arrive pas à croire que pour toi, ce ne peut être que ça. »
Si. Je dis, ben oui. Non mais on a l'impression. Non mais cette gourmandise, au début de l'entretien, vous avez dit, mais moi, au début, je croyais que ça allait me passer. Donc j'allais me consumer à force de gourmandise. Ouais, prête-moi le livre. Oui, vas-y. Prête-moi le livre. Oui, Alors là, c'était tout au début. Oui. Je l'ai dit d'ailleurs dans le livre. Il dit c'est ça. Et voilà, je me questionnais terriblement à propos de la nature de ce trouble. C'est un jeune garçon, espérant que son intensité baisserait avec le temps. Malheureusement, aujourd'hui, à 47 ans, c'est 44 ans, mais je peux dire que l'affaire est encore au même point. La seule différence, c'est que si en 1968, j'ignorais la raison de cette fièvre, je commence à mi-vie à entrevoir vaguement une tentative d'explication. Si le sexe est sain, il n'est pas innocent. Oui, d'accord. Mais il semble inépuisable. Et là, c'est une lecture totalement Oui, différente. Il parle avec amour du sexe. Bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que... Il dit c'est pas- gourmandise, Mais le sexe, quand je dis le sexe, il ne faut pas croire uniquement... parce qu'il n'y a pas... Hein, j'ai remarqué, les gens gonflent l'affaire. Hein, 3 ou 4 positions, pas plus. Hein, intéressant. Hein, on parle de- oui. Donc, c'est pas le moment, exactement le moment. C'est tout. C'est le désir. C'est pour moi, le sexe, c'est aussi le désir d'un fruit que je trouve sur la table. Est-ce que vous appelez pas la vie, le sexe, en fait, c'est Oui. pas la vie dont vous parlez en réalité? Non, mais, le vie. On est dans une émission sérieuse. Non, mais oui. Gaston, on n'a rien à dire sur le sujet. Gaston se laisse. On n'aura pas le temps. Bon, on Il n'aura faut pas le temps. C'est bien conclure. dommage. Je suis désolée de Bon, vous on couper reviendra. sur cet on envolé reviendra. lyrique. En tout cas, merci messieurs d'avoir été parmi nous. Je rappelle le titre de vos livres. Dany Laferrière, La chair du maître aux éditions Le Serpent à plumes. Anouar Ben Malek, L'enfant du peuple ancien chez Pauvert. Et Gaston Polefa, Le cri que tu pousses ne réveillera personne. Continue en noir Gallimard. Merci. À la prochaine émission de Voix au chapitre. Merci. Oui, donner une prolongation personnelle Au à revoir. cette émission.